Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Jeff Bergeron, auteur de bande dessinée québécois surdoué et prolifique, qui œuvre pour le compte d'éditeurs européens depuis une vingtaine d'années. Jeff Bergeron, salut! Salut Jean-Dominique. Merci beaucoup d'avoir accepté si gentiment l'invitation de passer au micro de mon balado. Ça faisait longtemps que je voulais te parler. Parce que, C'est bon, moi qui te quand même, remercie. il faut que je laisse de la place aux jeunes artistes. Ils n'ont Je pas aux dis vieux ça, de la vieille comme moi. Ah, c'est ça. ouais. Mais c'est fou, Jeff, parce que, bon, quand on te voit, on ne sait pas trop quelle crème de jour et de nuit tu utilises, mais on Ah, dirait que le temps n'a pas d'emprise sur toi, mais tant ben, physiquement que dans ton travail aussi. hmm. Je sens toujours un enthousiasme perpétuel dans ton travail d'auteur de bande dessinée, après toutes ces années. Oui, oui, écoute, je te dirais que chaque matin que je me lève, puis que je sais que je vais aller dessiner, puis je vais aller faire des planches de BD, je suis content, je suis heureux. Je veux dire, ça, c'est un bon. Ça donne une bonne idée que finalement, je suis à ma place, que je suis en train de faire toujours la bonne carrière que je voulais faire. Puis, donc, c'est le bon indice, finalement, pour dire que je suis à ma place. Parce que ça fait, il faut le dire, là, en préparant l'entrevue, Hmm. il a fallu que je remonte le fil du temps, là, quand Ouais. même. Tu as commencé il y a, mon Dieu, plusieurs décennies, dirons-nous. Ben, Euh, oui, en fait, tu as été découvert dans le concours. Est-ce que c'est par le truchement du concours de la revue Bambou? non, 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 pas du tout. J'ai pas participé au concours de la revue Bambou. J'ai participé à la revue Bambou. J'ai fait. J'avais eu deux ou trois. Non, je pense que c'est Trois. trois pages, trois, quatre pages. Enfin, trois, quatre participations Ouais, dans la trois, quatre revue. participations. C'est parce Ouais. que tu étais présenté comme découverte Bambou. Alors moi, je Ah pensais bon? à tort que c'était un Oh, non, non, concours non, non. quelconque. Non, non, non. Écoute, puis ça, c'est dans les années 90, là, 80. Attends, alors je sais, Ah, c'est en 80. 1989, Jeff. 89, OK. Ouais, déjà, Ouais, hein? mais écoute, moi j'ai toujours dessiné, hein, j'ai toujours même fait de la bande dessinée. Je veux dire, j'étais un petit cul, là, puis je dessinais dans mes cahiers Canada, là, sur les feuilles lignées. Je reproduisais des tuniques bleues, je reproduisais des BD que j'adorais. Euh, tu sais, j'étais très franco-belge, là. Moi, pour moi, c'était l'école Spirou, l'école de Marcinelle, comme on dit, hein. Et Ouais. puis, je veux dire, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Pour moi, c'était un médium qui m'était là, super naturel. Tu sais, je veux dire, j'étais pas quelqu'un qui était exubérant, j'étais quelqu'un qui était très renfermé, jamais dessiné, mais jamais raconté des histoires, jamais m'impliqué dans des histoires. Et puis, la bande dessinée, c'était vraiment le médium qui me convenait. Donc, tu sais, à 18 ans, quand justement je suis passé dans Bambou, dans le fond, je faisais toujours de la bande dessinée depuis tout le temps, là. Je veux dire, j'avais pas, c'est pas comme si j'avais commencé à faire de la bande dessinée à 18 ans. Donc, c'est ça Ouais. qui est rigolo quand même, là. Et, et ça Oui, vas-y. paraît, parce que quand on regarde tes premières planches dans Bambou, je veux dire, Ouais. c'est d'une maîtrise, c'est vraiment impressionnant. Quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit, mais il sort d'où, Jeff Ouais. Bergeron? Ouais, ben, je sais pas, moi, je suis assez critique, là, je t'avoue, pour mon travail de jeunesse, là. Puis même mon travail de plus récent, des fois, je le regarde, puis je fais, ouh. Je suis pas toujours. Je trouve pas que je suis toujours à top top, mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, c'est sûr que, je veux dire, oui, j'ai de la facilité en dessin, ça c'est vrai. J'ai une facilité dans le dessin. Euh, écoute, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Mes parents, mon père était policier, ma mère était femme au foyer, là. Je veux dire, c'est pas, par contre, ma mère a toujours dessiné, a toujours fait de la peinture. Donc, c'est peut-être que le côté artistique vient de ma mère. Et donc, Oui, Spirou, en tout cas, toute la BD franco-belge, ouais. ça traînait dès ta plus jeune, dès ton plus jeune Ah âge oui, là, à la oui, oui, maison, oui, oui, oui. Ouais, forcément. 6-7 ans, là, j'avais mes recueils Spirou, j'avais mes albums de Yoko Tsuno, j'avais mes albums des Tuniques Bleues, j'avais mes Gaston Lagaffe, j'avais tous les Spirou de Franquin. Pour moi, c'était ça mon univers. C'était ça qui m'habitait, puis c'était ça qui me passionnait. C'était l'aventure, hein. Et c'est fou parce que c'est drôle. Je vais te lire la description, OK, que Bambou Oui. faisait pour te présenter.
Alors, ça disait, avec un trait réaliste qui emprunte autant à l'école du comic book américain qu'à la bande dessinée européenne Ah ouais, ok. classique. Et Ouais. là, je me disais, l'emprunt au comic book, je le sentais moins parce que Non, pour vrai, c'est non. franco-belge à Ouais, fond oui, la oui, oui. caisse, là. Moi, je vais t'avouer, là, j'ai jamais été un lecteur de comics. J'ai essayé d'en lire beaucoup, j'ai essayé de m'intéresser, tu sais, de lire les classiques, là. Puis non, j'ai jamais été, ça m'a jamais accroché. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui passe là, comme de l'eau sur le dos d'un canard, là. Ça coule, ça colle pas. Fait que je sais pas pourquoi. Donc, s'il y a une influence américaine, ben, c'est vraiment, c'est pas volontaire, là. Donc, je sais pas. C'est sûr qu'il y a des super artistes au niveau américain que peut-être qui m'ont influencé de façon détournée, là. Mais ultimement, je peux pas dire, ah oui, oui, j'ai beaucoup aimé tel artiste qui m'a inspiré ou m'a fait changer mon style de dessin. Ben peut-être, je sais pas, quand tu disais que tu as lu les comics, j'imagine que tu as lu les traductions québécoises des Héritage. éditions Héritage. Oui, c'est ça. Alors, peut-être, peut-être que, avec les fautes d'orthographe et tout, peut-être que ton inconscient a retenu du John Romita Senior. Tu sais, l'artiste qui a Peut-être. remplacé Ditko sur OK. Spider-Man. Peut-être, parce qu'il Écoute, y a une c'est toi qui me approche le dis. Ouais. classique. Mais bref, c'est vraiment étonnant quand on remonte le fil du temps parce que non seulement tu fais preuve d'une grande maîtrise, mais tu déjà, t'es pas dans le tâtonnement du tout. Il y a Hmm. comme une prise en charge qui est très, très claire. Alors que, Hmm. tu sais, puis on va en parler parce que, bon, tu as cofondé Tabasco avec Hmm. Éric Asselin, alias Leftangue, et Philippe Mhm. Gérard. Par exemple, quand on regarde Philippe Gérard, à ses débuts, et aujourd'hui, ça n'a vraiment plus rien à voir. Alors que Mhm. toi, évidemment, ton travail a énormément évolué, mais il y a quelque chose qui était déjà présent et très fort dès le départ. Et d'ailleurs, Mhm. bon, tu es issu de la ville de Québec, tu as Mhm. beaucoup. Bon, tu as publié, on le disait, dans la revue, défunte revue Bambou, dans Zeppelin également. Mhm. Euh, c'est là que tu as vraiment fait tes premières armes. Rapidement, tu vas publier un premier album en 94, La Ouais. Voyante, avec Ouais. André-Philippe Côté. Au scénario, oui. Ouais, au scénario. Hey, moi, je me Mhm. souviens, Jeff, quand j'avais acheté ça à Québec, j'étais tellement excité. Mais j'étais là, mais c'est qui ce gars-là, Jeff Bergeron? Il sort d'où? Euh, Signé sous le nom de Jean-François Bergeron à oui, l'époque. de Jean-François Bergeron, oui, Ouais, oui, très oui, juste. c'est ça. Qui étaient des bandes d'ailleurs qui ont été, certaines ont été publiées dans Zeppelin Oui, avec André-Philippe Côté. Et donc, oui. premier album en 94, à une époque où au Québec, des albums québécois, ça ne faisait pas des Non, masses. il n'y avait pas des tonnes, hein, c'est un fait. Ben, il y en avait quelques-uns quand même, là, mais c'est vrai Oui. que nous, on arrivait avec quelque chose. Bon, qui était un recueil, hein. On s'entend, là. Pour moi, c'était mes premières armes, je pourrais dire, plus professionnelles, là. Euh, c'est André Philippe, en fait, qui m'avait approché en me disant, ah, j'ai plein de scénarios que j'ai pas le temps de faire, j'ai pas le temps de dessiner, des petites nouvelles, est-ce que ça t'intéresserait? Puis de ça, de fil en aiguille, je dis, oh oui, quoi, montre-moi ça, puis je vais pour regarder qu'est-ce que ça dit, puis si ça m'intéresse. Mais grosso modo, ça m'intéressait de faire une collaboration avec André Philippe. Et puis, il m'a envoyé, c'est ça, ces scénarios. Je commence à lire, puis j'ai embarqué dans l'aventure. C'est sûr qu'on n'avait pas de possibilité non plus d'être publié de façon mensuelle quelque part, mais avec Zeppelin, avec des fanzines, on avait la possibilité justement de diffuser. Donc, c'est comme ça que j'ai. En fait, moi, j'ai fait une demande au calque. Ma première demande de bourse au calque, ça a été avec La Voyante. Et je l'ai eu, donc ça m'a permis justement de faire ces histoires courtes. Et j'imagine aussi qu'à l'époque, le jeune Jeff Bergeron, Ouais, l'opportunité de travailler avec un artiste de la trempe d'André-Philippe Côté, ouais, c'est ouais. quand même pas banal non plus, là. Oui, oui, exactement. Ça, j'étais conscient que je travaillais avec quand même un géant, avec quelqu'un qui était vraiment était très doué, qui l'est encore aujourd'hui, hein. Fait que, oui, oui, ben, ça m'a flatté là, d'être approché par André Philippe.
Mais en même temps, André Philippe, c'est une soie, hein, il s'entend avec tout le monde, il est gentil avec tout le monde. C'est pas. Fait que c'était pas compliqué de travailler avec lui, hein. Au contraire. Ça a été vraiment une super expérience. Et là, suite à la parution de cet album-là, il y a une fenêtre de 10 ans avant que tu sois publié de l'autre côté de l'océan. Ouais. Donc, c'est donc dire que dans cette fenêtre de temps-là, cette espèce de 8 ans de flottement, tu es allé faire du travail alimentaire. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'ai fait de l'animation 3D, j'ai fait du jeu vidéo principalement. C'est pas mal ça qui a été mon gagne-pain durant ces années-là. Et tu en parles dans le collectif Correspondance, qui a été Mhm. coproduit par le Festival de Lyon et le Festival de Québec, Ouais, ouais. où où en une page, entre autres une planche, où tu parles du fait que ben, tu étais pas très heureux de faire ce travail-là, que, bon, évidemment, ça correspondait pas avec ta passion qui est la bande dessinée, mais j'ai vraiment l'impression que ça t'a quand même permis de faire tes classes, de passer par là. En fait, ça m'a permis de peaufiner ma technique. Puis Mhm. quand je dis ma technique, c'est peaufiner le travail sur des logiciels comme Photoshop, des logiciels, logiciels graphiques, là, même des fois travailler avec du 3D. Donc, ça a été vraiment c'est ça, une espèce d'apprentissage technique, le jeu vidéo, l'animation 3D. Mais je peux pas dire que d'un point de vue de dessinateur ou de création, ça m'a apporté beaucoup de choses, là. Je peux pas le dire. C'était passionnant quand même de travailler avec des gens qui étaient très doués, là, il y avait vraiment des artistes qui étaient super qualifiés là, autour de moi, puis que je trouvais très très bon. Donc c'était inspirant. Mais c'était pas mon domaine non plus. C'est le domaine, surtout du jeu vidéo. Bon, travailler en équipe, c'était le fun. J'ai toujours aimé ça, de travailler en équipe. Par contre, on est un maillon dans une énorme chaîne. Mm. À la fin, le produit, le produit final de l'œuvre finale, finalement, qui est le jeu, ben, on s'y reconnaît pas trop. On sait pas où est-ce qu'on est exactement là-dedans. On est un peu dilué à travers tout ça. Euh, bon, des fois, ça passe bien, d'autres fois, moi, je trouvais que justement, ça perdait beaucoup en personnalité. Puis après, ben, bon, on passe après ça à un autre jeu, donc c'est une industrie, là, on s'entend, là. Donc, pour moi, ça me convenait plus ou moins. C'était pas un domaine que je savais que j'allais faire toute ma vie, là. Par contre, c'était bien d'avoir justement, pour une fois, d'avoir un bon salaire, d'être encadré dans une entreprise sérieuse, puis d'avoir des coéquipiers aussi qui étaient très talentueux, donc, autour de moi. Et pendant cette période-là, ben, tu continues à faire de la bande dessinée. Oui, Je toujours, ouais. parlais. Ben, en fait, j'ai eu une petite pause, là, vraiment autour de 2000. Là, je m'étais dit, bah, la bande dessinée, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Bah, je vais arrêter ça. Une espèce de down artistique. Où est-ce que j'ai vraiment, pendant peut-être 6 mois, où est-ce que j'ai eu un doute, là, je me suis dit, ah là, je vais arrêter ça. Je vais me concentrer sur autre chose. Puis finalement, non, je suis revenu à la BD aussi rapidement que je l'avais quitté. C'est étonnant ça, parce que Mm. ça concorde avec la période où Mécanique Générale est fondée, où la Pastèque a été fondée, Ouais, ouais. où il y a tout un premier contingent d'artistes québécois qui commencent à travailler pour le compte d'éditeurs européens. Je pense à Thierry Ouais, Labrosse, ouais, à ouais. Denis Rodier, à Jacques Lamontagne, à tout ce monde-là. Euh, Ben, c'est juste un petit peu avant, c'est ça. Juste un petit peu ouais, avant qu'il y ait un boom. Juste un petit peu avant où est-ce que finalement je vois, c'est ça, Thierry Labrosse, Vorro être ouais. publié. Donc c'est là que je me suis dit, ah non, il y a quelque chose à faire, il y a des possibilités. Faut que je m'essaie moi aussi. Faut que je crée des dossiers puis que je les envoie en Europe. Donc, parallèlement à ton travail alimentaire, tu participes à la fondation du fanzine Tabasco avec Éric Asselin, Ouais, alias ouais. Left Hand, et Philippe Girard, un zine de la ville de Québec, Jeff, que j'aime d'amour profondément. Et à l'époque, je- il était distribué à Montréal chez Fichtre à la, voyons, la maison. Non. Là, Euh, je peux vraiment pas t'aider parce que tout ça, c'était Eric puis Philippe qui s'occupaient de ça. Tu vois, ma participation à Tabasco euh, était pas si grande que ça, hein. Vraiment, derrière Tabasco, là, c'était principalement Eric parce que c'était Eric
pensait à chaque concept, à chaque numéro. Puis Philippe aussi qui produisait énormément de BD pour le Tabasco. Moi, j'arrivais une fois par mois, je sortais deux, trois pages, je leur donnais, puis donc j'étais pas aussi impliqué que ces deux-là. C'est vraiment le cœur de Tabasco, là, c'était Eric puis Philippe. C'est intéressant parce que Tabasco, c'était vraiment un laboratoire Oui, expérimental, c'est-à-dire que chaque numéro, et c'était un mensuel, hein, oui, pour rappeler aux ouais, gens que ouais, ouais. c'était un projet complètement fou. Chaque numéro avait une contrainte, ou en tout cas une contrainte formelle, le Ouais, format changeait. c'est ça. Je me souviens du fameux numéro, entre autres, manga, où on lisait vraiment dans le sens de lecture Ah oui. orientale. Et alors qu'Éric Asselin produisait, puis tu le dis, là, je pense qu'il y Ah, avait 5 pseudonymes différents. oui, exact. Je pense qu'il remplissait à lui Oui, seul oui. trois quarts Il y avait du fanzine. Philippe Girard aussi, qui était très, très productif. Ouais, Et alors qu'eux étaient vraiment dans l'expérimentation, euh, ouais. toi, tu étais vraiment euh, dans un. Tu as abordé l'humour avec un trait beaucoup plus arrondi, avec ton personnage, entre autres, qui Mhm. s'appelait Gino. Gino Le- Fiasco. oui, Gino Fiasco, le Ouais, fameux colporteur malchanceux. ouais. Tu as beaucoup expérimenté aussi là-dedans, Jeff. Tu as touché au Oh, genre. bon, un peu, là, oui, mais vraiment parce que j'avais envie de raconter des histoires, point, là. C'était pas un but à chaque fois de casser, défoncer des portes, puis d'arriver avec quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment pour m'amuser. Moi, je m'amusais. C'est ça qui est important, c'était le plaisir de dessiner, le plaisir de raconter des histoires. Je n'étais pas beaucoup dans l'expérimentation, là. J'ai déjà fait des choses un peu plus expérimentales, même avec la voyante. La voyante, j'essayais Ouais. des techniques un peu différentes d'une petite histoire à l'autre. J'essayais j'essayais par exemple de passer du pinceau à la plume trempée, au crayon, etc. Donc, mais bon, je veux dire, mais c'est pas, ouais, c'était plus l'envie de raconter des anecdotes, des petites histoires, de faire rire. Fait que, mais encore une fois, je le dis, là, c'est vraiment Eric puis Philippe qui était le moteur c'était incroyable, le fanzine. De ma perspective d'un gars de Montréal à l'époque, où il y avait Ouais, une scène de la contre-culture très, très vivante, ouais, euh, et là, tu sais, évidemment, là, on pourrait parler de Cyrus, on pourrait parler de Julie Doucet, de ben Richard oui. Suicide, d'Henriette Valium, de Simon Bossé, etc., etc., Obama. Il n'en demeure pas moins que Tabasco, c'était vraiment audacieux. Et à quel point tu étais conscient qu'il se passait quelque chose avec ça? Euh, c'est une bonne question. Est-ce que j'étais conscient qu'il se passait quelque chose? En fait, je voyais la réaction des gens, oui. Puis moi, en fait, j'étais fier de participer à Tabasco. Euh, Mais est-ce que je me disais, ah, ça a de l'avenir, Tabasco? Parce que Tabasco, c'était, encore une fois, c'était de l'expérimentation, c'était un moyen de diffusion de Ouais. nos offres. C'est vraiment c'était un véhicule, finalement, pour nos dessins, nos bandes dessinées. Et puis c'est comme ça que ça a été créé aussi, hein. C'est parce que justement, on n'avait pas de possibilité d'être publié nulle part. Puis on disait, ben, Mm. la nécessité est mère de l'invention, donc on va créer nous-mêmes un fanzine. Donc, après ça, est-ce que je voyais de l'avenir pour Tabasco? Moi, je me disais, ça va faire un temps, on va rigoler, on va triper, on va faire nos expérimentations, puis ça va être vraiment, c'était super chouette de voir sortir chaque numéro. Mais est-ce que j'avais l'impression que ça allait révolutionner quoi que ce soit? Non, j'avais pas cette impression-là. Donc, peut-être que dans le fond, aujourd'hui, je pourrais dire j'ai eu tort. Que finalement, ça a Ben, marqué. ben, non seulement ça a marqué, mais puis, tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec Philippe Girard. Je dis, moi, je peux pas m'empêcher de voir une relation de cause à effet Hmm. avec la création, quelques années plus tard, de Mécanique Générale. Parce que il y Oui, a, oui. bon, qui a été cofondé par Philippe Girard, Éric Asselin, Jimmy Et Beaulieu Jimmy, aussi, ouais. qui a Tu as participé collaboré, aussi oui, à à Tabasco. Tabasco. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est vrai que ça a été une graine qui a été plantée. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. ouais, et donc, la beauté du fanzine, c'est que c'est éphémère. Ouais. Euh,
Mais il en demeure pas moins que pour moi, j'en garde un vibrant souvenir, là. Ouais, ouais. Moi, j'avais mes espions à Québec qui m'en achetaient quand j'étais pas capable de les avoir chez Fichtre. Euh, Alors donc, on arrive dans les années 2000, on l'a abordé un peu tantôt. Dès 2006, là, il y a vraiment, tu changes de vitesse complètement parce que tu publies aux éditions Soleil avec Nicolas Jarry Tokyo Ghost. Mhm. Et ça, c'est le début de l'aventure européenne qui, à ce jour, se poursuit. Il y a eu une première aventure du côté du journal Spirou en 2003, 2004, Oui, 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 c'est vrai. 2000, 2004, 2005 en fait, avec des histoires courtes. Et c'était sur des scénarios de Didier Soussen de Alcante, qui a scénarisé La Bombe Ouais. avec Denis Rodier. Euh, et puis, donc, ça a été mes premières armes professionnelles. C'était dans le journal Spirou à cette époque-là. Même Et époque, Philippe Girard qui faisait Béatrice. je crois qu'il était même Philippe est passé un peu avant moi, je OK. crois. Il faudrait que je vérifie, mais je me semble que Philippe, il y avait déjà eu des strips qui avaient passé dans le journal Spirou Donc, quelques c'était à années. l'époque des nombris, là. Les nombris sont arrivés autour de 2004-2005 dans le journal Spirou. Les nombris sont arrivés un petit peu après moi. OK. Je pense. Mais moi, c'était vraiment des collaborations ponctuelles, là. C'était une fois par-ci, une Mais, fois mais par-là. comment mais comment en es-tu arrivé Bon, à moi, aller. j'avais envoyé un dossier, OK. voyant que justement, il y avait plein de dessinateurs qui réussissaient à percer en Europe. Moi, je l'essaye aussi. Puis là, je me suis dit, tiens, j'ai une histoire courte. Ça s'appelait Le Boiseux du Soldat, qui était une petite histoire de 3 pages, qui était une sorte de conte un peu gothique sur une histoire de fantôme. Et puis, j'ai envoyé ça au journal Spirou, à Thierry Tinlot. Et puis, il m'est revenu en disant, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'où sortez-vous? Bon, c'est vrai que là, on a eu justement des contacts comme ça via email, me demandant qui j'étais, puis qu'est-ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai dit, ben c'est ça, j'ai envie de participer au journal. Si vous avez ne serait-ce qu'un projet, ou si je peux vous proposer des projets, moi je serais heureux. Puis il m'a dit, ben écoute, il dit, j'ai un scénariste, un jeune scénariste qui essaye justement de percer lui aussi, qui s'appelle Alcante. Et il nous a donné des scénarios, des courts scénarios. Et puis, on va faire un banc d'essai avec toi et avec Alcante sur ce scénario-là. Donc, moi, j'ai reçu les scénarios. Donc, j'en ai réalisé 4 ou 5, je pense. Des histoires, des fois de 3 pages, des fois de 2 pages, des fois 8 pages. Donc, ça dépendait. Puis, les histoires étaient très variées. Les thèmes étaient très variés. Mais ça a été ma première collaboration professionnelle. Puis, c'est là que ce qui est rigolo, c'est que dans ces histoires-là que j'ai réalisées avec Alcante, euh, une ou deux ont été réutilisées pour faire la série Pandora Box, que Alcante a mis en. Ça a été la première série Oui. professionnelle d'Alcante. Donc, dans les histoires courtes que j'ai réalisées, il y a des germes des albums de Pandora Box. Donc, ça a été vraiment mes débuts et les débuts aussi d'Alcante en même temps Wow. dans cette aventure-là. Donc, on a fait ça Et, pendant 2 ou 3 ans, là. et commencer en Europe, Ouais, ouais, dans le c'est ça. journal Spirou, c'est Dans quand le même journal pas Spirou, ouais, c'est banal. ça. Puis là, ben, c'est ça, ben, Thierry Tello, il est parti du journal Spirou, j'ai perdu mes contacts, puis j'ai pas. Le fil s'est coupé à ce moment-là. J'ai pas pu faire d'autres. J'avais fait d'autres présentations de dossiers qui n'avaient pas passé. Et puis c'est là que Soleil est arrivé. Donc, Mais le tu vas premier y contrat. revenir au journal Spirou. Oui! Et nous allons y revenir également un peu plus tard. Mais donc, oui, là, tu entres chez Soleil et à partir de là, c'est un enchaînement Mhm, d'albums, de mhm. séries et t'as jamais arrêté, là. Non, non, c'est ça, j'ai jamais fait de pause. J'ai jamais arrêté. C'est ça mon objectif aussi. D'arriver à faire une carrière parce que je n'ai pas à faire justement du dessin alimentaire ou que je n'avais pas à faire des contrats de toutes sortes d'autres choses autour pour réussir à en vivre. C'était ça mon objectif. Euh, Tu travailles d'abord avec des scénaristes, Mhm. mais relativement rapidement, tu vas signer en solo tes propres albums. Ouais, C'est-à-dire que, bon, il y a eu Tokyo Ghost, il y a eu Le Crépuscule des Dieux, ouais, Saint-Germain avec Thierry Gloris. ouais.
Et arrive en 2011-2012 White Crows, Mm. que j'avais d'ailleurs au début de ma collaboration avec le Journal de Montréal. C'est Oui, une oui. des premières entrevues que j'avais fait avec toi. Oui, 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 tout à fait. Une Je me série de rappelle. science-fiction très vitaminée, où là, on est moins dans un très réaliste. On est... Quelque chose d'un peu plus rond, un peu Oui, plus caricatural, ouais. et là, tu es au scénario, seul comme un grand garçon, Mm. 2 albums. Tu Ouais. vas enchaîner aussi avec une autre série que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, Broadway, Une rue en Mm. Amérique, où là, vraiment, Jeff Bergeron, écoute, c'est un travail de recherche historique, j'imagine. Tu as travaillé très, très fort Oui, là-dessus, oui, là. oui, oui, c'était vraiment pour moi, c'était une plongée là, dans l'immersion dans les années 20 à New York. C'était ça que je voulais recréer. C'était l'impression que je voulais que le lecteur ait en lisant Broadway, de se plonger dans dans ce monde-là, donc de faire un voyage dans le temps. Donc, D'ailleurs, c'est drôle parce que ton album est La femme aux cartes postales de Jean Paulin et Claude Paiement, mhm, même si ça se passe pas du tout à la même époque, que bon, il y a quand même, je trouve ça intéressant que ces deux objets culturels-là existent à peu près à la mm. même époque. Ouais, ouais. D'ailleurs, Jeff, j'ai l'impression qu'avec Broadway, il y avait peut-être une opportunité ou aussi un piège, parce que tu as tellement bien fait cet album, ce diptyque-là, que par la suite, est-ce qu'il n'y avait pas le danger de te catégoriser comme un auteur historique? De dire, bah, Jeff Bergeron, lui, il fait de la Il fait bande, ça. il fait ça. Alors, Ouais. On lui qu'il torche une propose. Syrie à la Renaissance. C'est ça. Est-ce que Ouais, tu as oui, oui. senti que c'est... Oui, oui, il y avait ce danger-là. Mais en même temps, c'est un, c'est un mal pour un bien, dans le sens où est-ce que moi, j'étais à l'aise avec l'historique, premièrement. Hmm. C'est un genre qui m'attire, qui me plaît. Donc, qu'on me propose des séries historiques ou que justement je me retrouve avec d'autres projets de séries historiques, pour moi, ça m'allait très, très bien. Je veux dire, ça fait partie des choses qui me font plaisir à dessiner, là. Je sais qu'il y en a, c'est complètement c'est pas quelque chose qui rêverait de faire, mais moi, j'adore faire de l'historique, j'adore me plonger de la documentation, de ressortir tel élément, tel décor, telle architecture, telle pièce de costume. Donc, moi, ça me plaît. Donc, de faire des sagas historiques, je sais que je veux dire, que j'ai été catégorisé, puis je sais que je vais en faire, puis je vais en faire encore. C'est pas un problème. Ben, c'est pour ça que tu excelles, c'est qu'on sent tout le plaisir. Tu sais, Mhm. les liaisons dangereuses préliminaires, je veux dire, Ouais. ça Ben, prend quand même de l'audace de retourner d'aller dans ce matériau-là puis de dire, nous, ouais. on va proposer un prequel. Tu Mhm. sais. C'est vrai que c'était un petit peu audacieux. Ouais. Bon, écoute, moi, j'ai sauté à pieds joints quand Stéphane m'a montré Stéphane Bédbédé, le Ouais. scénariste, quand il m'a présenté le scénario. Parce que, bon, déjà, Les Liaisons dangereuses, c'était une œuvre que j'adorais, que Ouais. j'ai lu 2 fois dans ma vie. Et puis, j'ai aimé aussi les films, là, mais l'œuvre en tant que telle, le roman en tant que tel, il est vraiment incroyable à lire. Et donc, j'ai dit, oui, oui, moi j'embarque, c'était sûr et certain, là, le sujet me passionnait. Puis le 18e siècle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu l'attirance au 18e, donc je me suis dit, ça tombe bien. Ben, d'ailleurs, tu avais fait Ben, Saint-Germain. Saint-Germain, voilà. Saint-Germain, ouais, 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 c'est Saint-Germain ça. était aussi un truc qui se passait au 18e. En fait, j'avais tout le côté. Avec Saint-Germain, c'était plus une espèce d'aventure à la Baron de Munchausen. En fait, c'était Mhm. vraiment un truc dans de la science-fiction 18e, version 18e siècle. Alors que, bon, c'était pas vraiment historique, là. Mais c'était un contexte historique. Et c'est ça qui m'importait, c'est ça qui m'intéressait. C'est quand même relativement rare qu'on puisse dire d'un auteur ou d'une autrice de bande dessinée québécoise qu'elle est Mhm. très 18e siècle. Ouais, c'est ça. Mais bon, en même temps, je veux dire, t'excelles admirablement bien là-dedans. Ben, Donc, merci. je veux dire, on embarque, on se laisse porter par ça. Hmm. Et d'ailleurs, ta collaboration avec Stéphane Bedbédé Oui. est à ce point fructueuse que tu vas
que tu vas faire avec lui Créature, une Ouais, série jeunesse pour Dupuis. Donc, tu es revenu dans le journal Spirou ouais, ouais, ouais. plusieurs années plus tard. C'est vrai que ça, c'est un beau retour un beau retour de destin, je te dirais. Euh, Autant le journal Spirou, ça a été le journal de mon enfance, autant le fait d'y revenir comme ça, par la grande porte, avec une série prépubliée, ça a été un honneur. Ça a été vraiment. Moi, ça a été j'arrivais à accomplir c'est un accomplissement. Voilà. C'était un accomplissement d'être de retour dans le journal avec une série. L'idée de base de Créature, c'était quand même une série qui se voulait être plus ado-adulte. Oui, Donc, Stéphane me l'avait présenté comme ça. Parce qu'on avait justement lui avait cette envie de travailler sur H.P. Lovecraft. ouais. Moi, j'adorais H.P. Lovecraft, donc je me suis dit oui, ça me convient là, comme univers et comme thème aussi. Et mais j'ai dit, par contre, je sais qu'on pourrait peut-être essayer quelque chose de peut-être plus audacieux avec ça, de l'amener vers de la jeunesse. Donc, d'utiliser ce personnage-là, ben, pas ce personnage-là, mais c'est plutôt cet univers-là et ce romancier-là, l'univers de ce romancier-là, pour le présenter à de la jeunesse. Et donc, on a vraiment monté un dossier, puis on l'a travaillé pour Spirou, directement pour Spirou, puis on l'a présenté à Spirou à ce moment-là. Ben, enfin, on l'a présenté. Oui, j'ai un blanc de mémoire. On l'a présenté au directeur de collection là, qui m'échappe là, parce qu'il faut que je dise son nom. Enfin, et puis chez Dupuis. Et donc, en présentant le dossier, tout de suite, ça a été oui, ça semble être intéressant. Par contre, au départ, on était vraiment axé sur H.P. Lovecraft. C'était ça le cœur du sujet. Ouais. Puis c'était ça aussi qui était, dès le départ dans la série, on tombait tout de suite sur le personnage de Lovecraft. Et Dupuis nous a dit non, non, euh, mettez Lovecraft, excuse-moi, et mettez Lovecraft comment dire, en arrière-plan. On va Mhm. le découvrir au fur et à mesure que la série va avancer. Mais il faut que ça soit à la base une histoire d'horreur avec des jeunes, Mm. puis qu'on découvre tranquillement qu'il y a derrière ça un romancier qui a écrit des histoires dans les années 20 et puis qui a amené cette histoire toute cette horreur-là sur la planète Terre. Écoute, Donc, moi, je présente cette série-là en conférence, dans des conférences sur la bande dessinée que oui. je présente dans les écoles. Et c'est une série qui est très, très populaire. Et ce que je dis aux jeunes, justement, c'est ça. C'est que l'idée aussi, c'est de les amener ailleurs. Et donc, en Mhm. leur parlant d'H.P. Lovecraft, quand je reviens l'année ou le mois suivant ou l'année suivante à l'école, je Ouais. recroise des jeunes qui me disent Hey, là, j'ai beaucoup aimé Créature, puis là, j'ai lu un roman d'H.P. Lovecraft. Ouais, OK. Donc, une Et introduction, quoi, au monde de Lovecraft. ben oui, mais c'est mission accomplie. Ah, ben, c'est super. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une excellente série avec beaucoup de Ben, merci. cœur. Et au niveau graphique, c'est intéressant parce que là, c'est le retour, encore une fois, aux formes plus arrondies à l'école, vraiment, Mhm. Marcinelle. Ouais. Et, euh, et tu vois, il y avait quelques années plus tôt, il y a quand même une série qui avait été assez marquante pour le journal Spirou, Seul, hein, qui Oui, était vraiment dans dans le même, en fait, beaucoup nous ont fait le reproche, pas le reproche, mais nous ont fait remarquer que ça fait penser à ça. Là. On a l'impression, tu sais, c'est des gamins, ils sont dans un univers angoissant, tu sais pas trop au départ, puis c'est vraiment des gamins isolés, donc il n'y a pas de il y a pas d'adultes. Et donc, ouais, on nous a fait le rapprochement de notre série avec Seul. Bon, Seul, oui, c'est vrai, peut-être que inconsciemment, on s'est dit, ah, Spirou, le journal Spirou, il faut que ça soit dans l'esprit de Seul. Mais, euh, mais bon, ça a tombé comme ça. C'est pas. Mais c'est très différent. Moi, je trouve que c'est un Ouais, je pense que quand raccourci. on lit la série, on s'aperçoit que c'est autre chose. Là. On est dans Ouais, d'autres ouais. d'autres thématiques, on est dans un autre ton complètement différent. Et dans la construction de ce récit-là, je trouve ça très, très intéressant. Et encore une fois, c'est ma manière aussi de Mhm. vendre l'idée de lire cette série-là aux jeunes. C'est de dire qu'à chaque fois qu'on tourne la page, Mhm. il y a toujours une chute, on ne sait pas où ça s'en va,
peut pas prévoir à l'avance. On n'est pas dans une structure. Oui, on est dans une structure classique, mais c'est tellement bien raconté Ouais, que on se laisse porter par ça, puis et c'est l'effet de surprise. ouais, ok. Ouais, bah ouais, écoute, ouais, écoute, merci. Si ça t'a emballé comme ça, c'est super. Ça veut dire que le plaisir de l'avoir Ouais. réalisé finalement transparaît puis permet au lecteur d'avoir cette même impression. Euh, Bon, oui, ben, ça a été, on l'a beaucoup travaillé. Là, j'avoue que là, dans ce cas-ci, au niveau de la mise en scène, au niveau des chutes en fin de page, des rebondissements, Stéphane et moi, on a bossé. On a vraiment, vraiment Ouais. beaucoup travaillé. On se faisait un premier passage de scénario avec le directeur de collection qui, lui, nous faisait changer des choses. Après ça, on faisait un deuxième passage de storyboard, donc de découpage de l'album, mais tout au croquis, euh, qu'on envoyait au directeur de collection, qui nous faisait faire des changements, qui nous disait, ah, ça, c'est trop long, ça, réduisez telle séquence. Puis après ça, écoute, des fois, j'avais des pages là, que je redessinais à peu près 15 fois là, parce que pour arriver au bon ton, au bon punch, finalement. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Euh, moi, je trouve que c'est ce qui fait la richesse aussi du médium, c'est on peut le travailler rapidement, on peut le changer, on peut faire tous les changements qu'on veut assez rapidement. Et puis au final, c'est pour avoir une meilleure histoire, hein. C'est pour avoir un meilleur récit. Mais c'est vrai qu'au niveau du découpage dans Créature, du cadrage Hmm. aussi, il y a vraiment quelque chose de. C'est haletant, on embarque là-dedans. C'est vraiment ce qu'on est aspiré dans ce récit-là. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que Bon. c'était Benoît Fripia, votre. Non, non, c'était. Ah, je pensais que c'était Benoît Non, Fripia. c'est Non, pas non, Benoît. Benoît, j'ai eu des contacts avec sur d'autres dossiers, d'autres ouais. projets que j'ai présentés, mais qui ont pas abouti. Mais non, c'est pas Benoît. C'est pas Benoît. Ah! Écoute, on le salue bien bas. Ils vont Et m'en donc, revenir tantôt, je vais te dire, ah, c'est lui! oui, oui, c'est ça. Ça se peut que ça te revienne après l'entrevue, Oui, c'est par ça contre. aussi. Ouais. C'est toujours fâchant. Moi, tu vois, c'est dans la douche que tout me Ah revient tout oui, le bon, temps. Ouais. excellent. Mais on fera pas d'entrevue dans la douche, Jeff, je te rassure. Et donc, bon, suite à Créature, tu vas collaborer à un collectif dont j'oublie le nom. Euh, C'est-tu Vanam? Oui, oui, en fait, c'est Miséricorde. Oui, voilà. Ouais. Oui, Miséricorde, Miséricorde, bon, encore une fois, un recueil de plusieurs histoires écrites par Vanna. Des nouvelles, des histoires qui étaient à la base soit des petites nouvelles littéraires qu'il avait publiées ailleurs, à gauche et à droite, ou même des fois des histoires qui devaient être une série télé qui a été abandonnée. Et puis, Van Damme a repris tout ça, il l'a recomposé pour en faire des scénarios de BD. Puis ça a été publié chez Dupuis, donc ça a été présenté à Frédéric Niff, qui est finalement mon directeur. Ah, Frédéric Ney, ben oui, C'est voilà. Frédéric Ben Niff, oui. voilà, ça m'est revenu. Et donc, Frédéric, justement, ben, m'a présenté le projet en disant, j'ai une petite histoire de Van Damme à te faire dessiner, ça t'intéresse-tu? J'ai dit, ben, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien ça. Fait que je me suis collé à du Van Damme pour un petit 3 4 mois, ben, 2 mois en fait, de travail. Faire le temps de Quand faire même, hein? les 18 pages, à peu près. Ça devrait être ouais, ouais, c'est ça, 18 pages. Donc, un court récit comme ça qui a été vraiment, vraiment rigolo à faire. Euh, mais bon, on s'entend que c'est un autre type de collaboration, là. Mhm. Travailler avec Van Damme, tu reçois le scénario, tu y parles jamais, tu fais exactement ce qu'il te dit de faire, tu changes une case, ça te revient en te disant non, 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 c'est pas ça qui se posait dans la case. C'est vraiment, tu dis oui, monsieur, puis tu le fais. Ah, c'est à l'ancienne, hein? C'est vraiment à Oui, oui. l'ancienne. Oh, oui. Oui, Fait que, monsieur. oui, 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 monsieur. Puis tu le fais, puis tu fais les changements qu'il te demande, puis. Ouais, donc, c'est ça. C'est un peu. Mais c'était bien. Ça a été rigolo à faire. Puis,
Oui, puis ça Puis t'a après, permis quand même de toucher à cette école-là, oui, quand oui, même. puis de dire, ah ben oui, tu sais, moi j'ai illustré du Van Damme. Moi, Ouais. ça passe bien dans le CV, là. Tu pourrais même te faire un T-shirt de J'ai illustré Van Damme. C'est ça. Euh, et là, ton plus récent projet s'intitule Louise Pembleton Ouais, aux éditions Sculpteur de Bulles ouais. en collaboration avec Ben Prieur. Et ça, c'est un projet, encore une fois, une structure éditoriale européenne, mais là, cette fois-ci, par le truchement d'un sociofinancement, ce qui est une première Mhm, pour toi. mhm. Ouais, ouais. En fait, les Sculpteurs de Bulles, c'est une petite maison d'édition qui est située à Caen, en France. Et puis, c'est une maison d'édition qui se spécialise beaucoup dans les tirages de luxe, tirages de tête, des tirages à 200, 300 exemplaires, mais vraiment luxueux, faits pour des collectionneurs. C'est des tirages avec beaucoup de bonus de dessin, de travail de recherche, des beaux bouquins, vraiment des super Mhm. beaux bouquins. J'en ai vendu à entre 200 et 300 euros, là, le livre. Et moi, j'avais fait faire avec les sculpteurs tous les albums ben, de Broadway. On avait fait même un tirage en noir et blanc du Crépuscule des dieux, qui était deux gros bouquins là, qui valaient à 450 pages. J'avais aussi fait publier les tirages de luxe des Liaisons dangereuses. Et puis bon, bref, je connaissais l'éditeur, donc Benoît Priard, je le connaissais depuis une douzaine d'années. Et puis Benoît m'est arrivé avec un projet en disant, ah, écoute, moi j'ai toujours voulu être scénariste, puis je veux dire, Benoît il écrit super bien. Il m'a dit, j'ai des histoires, puis j'aimerais justement les publier avec les sculpteurs de bulles. Donc, il m'a proposé Louis Pemberton. Puis il me l'a proposé aussi, parce qu'il l'a écrit en pensant à Broadway, en disant, ah, c'est un peu dans l'univers de Broadway, dans le même esprit de Broadway. Jeff, il pourrait illustrer ça. Ça pourrait être quelque chose qui lui plairait. Et puis en effet, euh, ils m'ont présenté ça comme un premier diptyque, puis on allait en faire d'autres par après. Mais vraiment dans une autre approche éditoriale là, différente complètement différente de ce qu'on retrouve chez Dupuis ou Mm. Dargaud ou Casterman ou whatever. C'était de faire un petit tirage, là. On fait 2000 exemplaires maximum de l'album. En fait, on fait trois tirages différents. Un tirage qui va être, je vous dirais, 300 ou 400 exemplaires, ou 600 exemplaires, je crois, qui allait être le tirage du sociofinancement, donc avec une Mhm. couverture différente, des bonus différents. Un tirage régulier qu'on allait pouvoir vendre comme en librairie si on était Ouais. distribué en librairie. Donc ça qui allait pouvoir être republié, retiré sans problème. Et puis un autre tirage limité de luxe, donc à peu près un 300-400 exemplaires, où est-ce que là, c'est l'album de façon luxueuse, là, avec des bonus en plus, tout un cahier graphique à la fin, puis une belle toile là, sur le dessus avec un embossage à chaud. En tout cas, bref, la grosse affaire. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Dans le fond, moi, Benoît, je le connais depuis longtemps, on s'entend bien. Je pense à chaque année, je vais le voir au moins deux fois, une ou deux fois. Donc, pour moi, c'était évident que ça allait être un beau projet à faire ensemble. Puis en même temps, ben, comme c'est une petite structure, comme c'est une autre approche économique, je dirais, là, Mm. vendre 2000 exemplaires de notre Louise Pembleton, c'est comme si je vendais 35 000, 40 000 exemplaires chez Dupuis. Ouais. Bon, fait que économiquement, c'était viable. Tu sais, il faut toujours penser à ça. Malheureusement, quand on fait Ouais. un album, il faut se dire, OK, est-ce que je vais faire faillite à la fin de l'année ou est-ce que je vais réussir à en vivre? Et, Ouais. euh, et donc ça, c'était intéressant pour ça. Puis, puis en même temps, ben, au niveau du thème, au niveau de l'approche de l'histoire, ça me plaisait bien. Donc, encore une fois, un côté très historique qui se passe au début du 20e siècle. Une sorte de fausse biographie, en fait. Louis Pemberton n'a jamais existé, là. Même s'il y a beaucoup de monde qui ont lu l'album, qui se sont dit, ah, j'ai essayé de trouver Louis Pemberton sur Google, je trouve pas les traces de cette femme-là. Tout le monde pense que c'est une vraie personne qui a existé. Et puis, donc Louis Pemberton, c'est vraiment ça, c'est une fausse biographie, puis on l'a fait traverser tout le 20e siècle.
en lui faisant vivre finalement les grands événements de cette époque-là. Et donc, elle, c'est un personnage qui nous permet justement de parler du 20e siècle. Donc, c'est un peu le principe. Quand tu parlais de distribution tantôt, est-ce que c'est distribué par via Canal BD? Ouais, en fait, c'est peut-être juste ça qui est un peu le problème par rapport à un projet plus confidentiel comme Lewis Mapleton, c'est que tout se passe par les sculpteurs de bulles, donc il n'y a pas de distributeur. Hmm. Faut qu'on les vende en festival. Quand justement je fais des tournées avec Benoît, on prend nos albums, on va en festival, puis on les distribue. Euh, bon, il y a les gens qui peuvent participer notamment au socio-financement qui, eux, vont Oui, recevoir ouais. leur album. Donc, ou encore faire des achats en ligne. Faut passer par le site des sculpteurs de bulles pour pouvoir acheter l'album. Maintenant, je ne sais pas si avec Canal BD, il y a possibilité aussi de faire des achats en ligne de l'album. Je pense que oui. Il faudrait que je vérifie. Auquel Mais cas, si c'est le cas, il y a une librairie au Québec, Planète BD, Planète BD, ouais. ouais, qui, qui, C'est qui fait ça, affaire avec Canal mais BD. comme c'est tellement un petit tirage, puis Ouais. c'est tellement, on n'a pas d'envie, en tout cas Benoît me l'a dit, il dit, j'ai pas envie de m'embarquer dans des tirages énormes, puis de passer par un distributeur, puis d'arriver à gérer tout ça. C'est pas l'objectif, là. C'est pas l'objectif de ce projet-là. Donc, ouais, pour avoir un exemplaire, je dirais, le plus simple, c'est de communiquer avec moi. Oui, c'est ça. Et si jamais on te C'est croise en ça. festival, Oui, c'est ça, c'est possible à ce évidemment. moment-là. Ouais, OK. Et dis-moi, Oui. qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Alors, Jeff? là, je suis sur un projet. Je ne peux pas en parler, malheureusement, parce que c'est pas encore ben, c'est officiel, oui. J'ai signé le contrat, là. J'ai déjà presque la moitié de l'album de fait. Ça va sortir l'année prochaine. OK. Euh, Tout ce que je peux dire, c'est que je renoue avec une collaboration qui est, encore une fois, une boucle qui se boucle. Euh, je renoue avec une collaboration avec un certain Alcante. Ah! Donc, je suis en projet avec lui. OK. Ça va sortir l'année prochaine, fin de l'année prochaine, donc dans pas plus qu'un an, à peu près un an. Et après ça, je ne peux pas en dire plus parce que c'est pas, OK. on n'a pas officialisé Mais ça va être sur le long terme. Donc, c'est pas juste un album, c'est pas juste un diptyque, c'est quelque chose qui va avoir quand même du souffle. Quand tu parles de souffle, est-ce que tu parles de 400 pages comme la bombe ou... Ben, si tu fais tu mets tous les albums ensemble, oui, ça Ah va te oui, faire c'est ça, 400 voilà. Excellent. pages. Bon, Et même donc, plus. souffle. Du Ah oui, souffle, c'est ouais. bien ça. Puis est-ce que, Ouais. Jeff, est-ce qu'on pourrait un jour peut-être voir un album de Jeff Bergeron publié par une structure québécoise? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Ben, peut-être, là, moi, je ferme pas la porte à aucun projet intéressant, mais en même temps, écoute, je sais pas. Je connais pas l'avenir. Peut-être un jour, peut-être. Euh, C'est sûr que du point de vue économique, ouais, il faut que ça soit vraiment un projet particulier où est-ce que tu sais que tu vas pouvoir aller chercher soit une subvention ouais, pour pouvoir payer tout le temps que tu vas mettre sur le ouais. projet, ou encore quelque chose de vraiment, vraiment personnel, puis que je sais que ça ne pourra pas être publié en Europe parce que c'est trop identitaire ou c'est trop quelque chose qui ne parle qu'aux Québécois, là. Ça, c'est peut-être une possibilité, mais pour l'instant, là, j'ai rien dans mes cartons par rapport à ça, mais moi, je dis. Je dis que, regarde, tout peut arriver hein, dans la vie. C'est possible. Eh ben, Jeff, vraiment, merci beaucoup. Moi, je te souhaite bon vent pour la suite des choses parce Ben, je te que remercie. c'est toujours, euh, c'est toujours très, très agréable de te lire. Hmm. Et puis c'est pas une question d'être chauvin, là. C'est-à-dire que, ben oui, il y a un peu de ça quand même. Ouais, Ben, c'est ça. bon, OK, ben, c'est vrai, il y a un peu de ça. T'as raison. Oui. Mais, mais au-delà de ça, Oui. c'est toujours un plaisir renouvelé de te lire et de voir, de constater l'aisance que tu as de passer d'un univers à l'autre, d'une tonalité à l'autre, d'un genre à Hmm. l'autre. Et c'est toujours très, très agréable. Donc, je te souhaite vraiment bon vent pour la suite des choses. Et Ben,
Merci beaucoup de ton temps, c'est très Ben, c'est apprécié. moi qui te remercie, Jean-Dominique. Puis, à une prochaine, en espérant qu'on s'en reparler une fois, dans pas trop longtemps. Oui, 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 d'ici là, va faire une série au long souffle. Là. Ça marche. Merci beaucoup. Je te remercie, Jean-Dominique. Pour suivre Jeff Bergeron, rendez-vous au jeff.com. DJIEF.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.